important parce que du coup, en très peu de temps, on a beaucoup d'actualités Philippe Cadic et de renouvellement Philippe Cadic qui arrive en librairie. Peut-être une première question, qu'est-ce qui a justifié, et ou tout au moins comment est née l'idée de se dire on va refaire ces 38 romans? Tu disais juste à l'instant qu'on a décidé de refaire ces 38 romans. En fait, c'est un bien grand mot, on nous a quand même beaucoup forcé la main. Ce qui s'est passé, c'est que l'édition de Philippe Cadic en France était bien établie, c'était distribué chez plusieurs éditeurs qui faisaient chacun leur boulot, pas mal chez De Noël, un petit peu chez nous, quelques-uns chez 10-18, et ça roulait en quelque sorte. Et puis les héritiers de Philippe Cadic ont décidé, il y a quelques années, de changer d'agent. Il faut savoir donc que la plupart des auteurs américains, surtout les grands auteurs, sont représentés par des agents, et ce sont ces agents qui traitent avec les éditeurs étrangers pour gérer les droits des auteurs. Donc les héritiers de Cadic ont changé d'agent, ils sont adressés à une très grosse agence qui a remis à plat tout ce qui se passait en France. Ils ont dit, voilà, on a un but qui est double. D'une part, on veut que tout livre soit chez le même éditeur, et d'autre part, on voudrait que vous fassiez émerger en France Philippe Cadic comme un grand auteur de littérature et pas comme un auteur de littérature de science-fiction. Il faut savoir que c'était le même agent que Ballard, justement, et qu'ils avaient fait exactement la même chose avec Ballard, et donc ils s'attendaient à ce qu'un éditeur français fasse la même chose avec Dick. C'est beaucoup plus difficile avec Dick, parce que comme vous savez, il y a quand même beaucoup de romans qui sont des purs romans de science-fiction, même certains de science-fiction, on va dire, un petit peu alimentaire. Je ne voudrais pas trahir ses mémoires en disant ça, mais pas tous ces gonds non plus. Et du coup, cette tâche-là n'était pas évidente. Et puis surtout, cette idée d'avoir tout chez le même éditeur, c'est assez complexe en France, puisque, comme je vous le disais, c'était assez éclaté. Voilà. Et donc, l'agence Wiley, cette nouvelle agence, s'est adressée à tous les éditeurs de Philippe Cadic en France pour savoir lequel d'entre nous proposerait la meilleure offre qui irait dans ces deux sens, à savoir un maximum de livres et une ouverture vers un public plus généraliste. Sachant qu'évidemment, si on ne répondait pas oui à cette question-là, on perdait tous les livres de Philippe Cadic qu'on avait déjà dans notre fonds, c'est-à-dire entre autres Le Maître du Haut Château, Blade Runner, Le Dieu venu du Centaure, si je ne dis pas de bêtises, et puis quelques autres qui sont quand même des romans majeurs. Et donc voilà, c'est ainsi qu'on s'est retrouvé effectivement à acquérir non pas la totalité du catalogue. Ça n'a eu aucun sens dans la mesure où il y a beaucoup de livres qui sont publiés par De Noël, donc notamment les nouvelles, mais aussi la trilogie divine, qu'ils exploitaient fort bien avec des bonnes traductions, donc il n'y avait absolument aucune justification à en refaire une nouvelle édition aujourd'hui. Donc voilà, on s'est plus ou moins arrangé avec De Noël pour qu'ils gardent les leurs, on garde les nôtres, on acquiert en plus tous ceux qui étaient chez d'autres éditeurs, sauf Ubique. Voilà, et donc ça s'est passé comme ça. Donc on s'est retrouvé avec un catalogue de 38 titres à publier sur une période de 2 ans, et c'est comme ça qu'est donc né ce projet. Alors tous les romans ne peuvent pas se traiter de la même manière. Il y a des romans généralistes, il y a des romans de science-fiction, il y a des romans qui sont des chefs-d'œuvre, il y en a d'autres qui sont moins percutants. Donc évidemment, on ne peut pas les traiter tous de la même manière. Donc nous, le choix qu'on a fait, c'était de justement prendre les chefs-d'œuvre et en faire une nouvelle édition dans la collection Nouveau Millénaire, comme Le Maître du Haut Château, avec une toute nouvelle traduction, quand ça se justifiait, et il me semble que sur Le Maître du Haut Château, mais on peut en parler après, ça se justifie. De prendre les romans généralistes et de les publier en poche en collection de littérature générale, comme c'était déjà avant le cas chez 18 par exemple. Et puis le gros des romans de SF, les publier en omnibus, comme ici, c'est-à-dire en volume compilant à chaque fois 5-6 romans. Voilà. Et alors là, évidemment, pour l'économie du projet est telle, ça je ne peux peut-être pas rentrer dans les détails, qu'on n'aurait pas pu les retraduire intégralement, ou alors il aurait fallu vendre le bouquin à 40 ou 50 euros. Donc c'est une révision de traduction, c'est-à-dire qu'on prend la traduction originale, on prend la VO à côté, et puis on regarde tout ce qui ne va pas, et on essaie de réécrire ça dans un très bon format, dans le meilleur français possible, compte tenu des circonstances. Voilà. Globalement, sur ces 38 bouquins, qui a été un petit peu l'état, il y avait beaucoup de boulot à faire au niveau des traductions, tu parlais de révision de trad, et qu'est-ce qui a poussé, par exemple, Le Maître du Haut Château, à retraduire entièrement l'ancienne traduction était vraiment si mauvaise que ça?
je ne veux pas dire du mal des gens, mais il faut reconnaître qu'il y avait pas mal de boulot. En fait, c'est pas spécialement spécifique à Dick, c'est qu'il y a eu toute une période assez noire pour la SF en France, dans les années, on va dire, 70, 80, début 90, où la traduction était considérée comme un... Comment dire, comme la SF était considérée comme un genre mineur, les traducteurs déjà étaient moins payés qu'en littérature générale, d'une part, donc ils passaient moins de temps, et puis surtout, c'était un petit peu le truc à faire pour boucler les fins de mois quand on pouvait. Là-dessus, il y avait aussi des contraintes éditoriales très fortes, des contraintes d'occupation, pas d'occupation, d'encombrement, qui font qu'à un certain moment, il y avait certains livres, il fallait qu'ils fassent 256 pages et pas 320. Et du coup, on coupait très très largement. Donc on se retrouve avec pas mal de bouquins dont la traduction n'est pas complète, tout simplement, d'une part. Et effectivement, en fait, il faut le reconnaître un petit peu à la va-vite. C'est pas vrai pour tous, hein, évidemment, il y a aussi de très bonnes traductions datant de cette époque-là, mais c'est vrai pour beaucoup de livres. Et Dick a été principalement traduit à cette époque-là aussi. Donc il y en a certains qui sont très bien, et puis il y en a d'autres, il y a du boulot. Le maître du Haut-Château, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on comparait la VO et la VF, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de contresens, que l'écriture était parfois un petit peu obscure, qu'il fallait clarifier certains passages. Il manquait un petit peu de texte, mais pas grand-chose. C'était plus des bouts de phrases à droite à gauche. Mais surtout, ce qui me semblait le plus grave, c'est que les contresens qu'on y trouvait orientaient la lecture dans un sens qui me semble pas vraiment correspondre au livre lui-même. C'est-à-dire que moi je considère qu'il y a un malentendu au sujet de ce livre qu'on présente rapidement, toujours en disant c'est le prototype de l'Uchronie. Voilà, les Allemands ont gagné la Seconde Guerre mondiale, on connaît l'histoire. Et c'est vrai, c'est de ça que parle le livre, mais pas tant que ça finalement. C'est-à-dire que c'est un décor qu'il a placé là pour aborder d'autres sujets qui me semblent beaucoup plus complexes, et il ne va pas creuser énormément cette idée. Donc pour moi, c'est pas tant une uchronie que ça. Il y a toutes ces questions, notamment de toute la façon dont il traite la culture japonaise, la culture chinoise avec le Yiking, tout ça. Et ça, le traducteur précédent était passé complètement à côté. Tout ce qu'il racontait sur le Yiking était au mieux approximatif, au pire faux. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé vraiment important de revenir à l'origine du texte, parce que Dick, lui, ne dit pas du tout de bêtises sur le Yiking, il est très très bien renseigné, pour justement rendre honneur à ce sujet. Voilà. Et une petite question, simplement, il y a 2 chapitres de ce qui aurait dû être la suite du maître du Haut-Château. Alors dans quelles circonstances est-ce qu'ils ont été retrouvés? Et qu'est-ce qu'ils donnent comme indication? Alors, ces 2 chapitres apparaissent dans un recueil d'articles américains dont Laurent va me redonner le nom parce que je ne l'ai plus. J'ai oublié aussi. Mais en fait, c'est Pierre-Paul qui m'a donné. Ouais, d'accord. The Foundation? Pardon? C'est la Foundation? Non, c'est quelque chose à Philippe Cadic. Non, c'est pas Foundation. Ouais. Et donc moi je ne les connaissais pas du tout, et c'est justement Laurent qui, par Pierre-Paul du Restanti, visiblement, en a eu connaissance et les a portés à ma connaissance. Et donc ce sont 2 chapitres, effectivement, qui démarrent une suite, un chapitre 1, un chapitre 2, qui n'ont pas été écrits de manière consécutive, mais au contraire à plusieurs années de distance. Et alors qu'est-ce que ça raconte? Ça augure d'un livre beaucoup plus de science-fiction, peut-être beaucoup moins de réflexion, peut-être un livre plus d'action, je sais pas, on peut imaginer ce que ce serait devenu. En fait, il imagine que les Allemands ont mis la main sur une espèce de portail dimensionnel qui permet de passer de leur monde au monde décrit dans Le Poids de la Sauterelle, à savoir ce monde où les Alliés ont gagné la Seconde Guerre mondiale, mais qui n'est pas tout à fait le nôtre non plus. Et que donc les Allemands ont envoyé, enfin les nazis pardon, ont envoyé 2 éclaireurs, enfin 2 agents pour aller voir comment c'était là-bas et comment ça fonctionnait. Et ces premiers chapitres de roman débutent sur le retour de ces agents qui font leur rapport à Göring, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, c'est Göring? Oui, voilà.
Et voilà, donc on peut imaginer effectivement qu'il aurait pu développer toute une histoire avec les deux mondes parallèles, avec les nazis qui auraient essayé de conquérir ce monde qu'ils n'ont pas conquis puisqu'il est un petit peu différent du leur. Mais il n'a pas continué parce qu'il a expliqué que ça lui avait beaucoup coûté pour le maître du château de se plonger dans la psychologie nazie, du moins ce qu'il considérait comme telle. Qu'il aborde d'ailleurs finalement assez peu, il évite beaucoup le sujet puisqu'il parle beaucoup plus de ce qui se passe à l'ouest des États-Unis qui est occupé par les Japonais. Mais néanmoins, il en parle quand même un petit peu et ça l'a semble-t-il troublé. Et se replonger une deuxième fois dans cette psychologie-là, visiblement c'était trop dur pour lui et il a décidé finalement de ne pas le faire. Il a essayé une deuxième fois en écrivant le deuxième chapitre quelques années plus tard et puis non, ce n'est pas allé plus loin. Une petite question sur... alors, il y a un autre titre que vous venez de sortir, c'est Aux Nations sans pudeur. Alors, pareil, si je dis pas de bêtises, c'est un inédit, c'est ça. Alors, dans quelles circonstances ça a été trouvé? Et puis, qu'est-ce qui vous a donné envie de publier? Est-ce que c'est un roman important? À la fois oui et non. En fait, c'était le seul roman inédit de Philippe Cadic en France. Tous les autres sont sortis.